Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à notre session IP Rewards droit d'auteur. Je suis Yves Labeu, je travaille pour Attentia Legal Partners. Qu'entend-on par IP? C'est de l'anglais pour Intellectual Property et les droits d'auteur, c'est une partie de l'Intellectual Property. Au fait, le but, c'est de récompenser vos collaborateurs qui aident l'entreprise d'une façon innovatrice et d'une façon créative. Alors, qu'allons-nous parcourir? Tout d'abord, on va voir ce qu'est un IP Reward, quels sont les avantages aussi bien pour l'employeur que pour le travailleur, quel est le cadre juridique. Là, il y a une partie importante de fiscalité, mais on parcourra aussi les aspects droit de travail et sécurité sociale. Puis, on donnera des exemples chiffrés et naturellement, il y a des points auxquels il faut réfléchir. On les parcourra. Évidemment, il y a différentes étapes à franchir. On verra quel est leur timing et comment on peut vous aider dans l'implémentation. Vous êtes libre de poser votre question pendant l'exposé. Toutefois, on pourra y répondre évidemment qu'à la fin de l'exposé. Bon, alors, qu'est-ce qu'on entend par un IP Reward? Sans doute, dans les contrats de travail de votre collaborateur, il se trouve un article qui stipule que tout ce que le travailleur a créé dans la relation employeur-employé est censé être la propriété de l'employeur. Toutefois, vous n'avez pas spécifiquement prévu une indemnité pour cet IP Reward. Au fait, ce travail, ces droits d'auteur, ce travail est censé être inclus dans le Global Package, dans la rémunération totale. Eh bien, au fait, il est possible de scinder la rémunération ordinaire entre une partie qui sera maintenant spécifiquement la récompense de ce qu'il crée comme droit d'auteur, comme IP Reward, et ce qui reste comme brut reste la rémunération ordinaire. Et ça, on peut le réaliser sous neutralité budgétaire. Dans l'image suivante, vous voyez à votre gauche quel est le gouffre énorme si on n'a pas recours à l'IP Reward, quel est le gouffre énorme entre le brut ordinaire et le net qui reste. Vous savez qu'il y a une très lourde taxation. Eh bien, à la droite, vous voyez qu'il est possible de scinder la rémunération entre une rémunération ordinaire un peu plus basse et le reste qui va vers un IP Reward des droits d'auteur. Et ce que vous voyez déjà de première vue, c'est qu'il y a bien plus de net, il y a un pouvoir d'achat extra. Alors, pour qui, à qui peut-on accorder des droits d'auteur? Il est évident qu'à première vue, vous pensez peut-être à des écrivains, des journalistes, le secteur des médias, mais au fait, c'est plus large que ça. On peut même penser à des photographes, des professionnels du marketing et aussi même dans le secteur de l'IT, des développeurs de logiciels de software. Attention, pour le software, ce n'est pas d'application pour tous les gens qui programment. Non, il faudra apporter la conviction qu'il s'agit de software qui n'est pas simplement un software standard qui est implémenté. Non, il doit s'agir d'une couche additionnelle, donc d'une valeur ajoutée. Là, on peut vous aider à voir qui entre en ligne de compte et par département et par fonction, on peut faire un soi-disant IP mapping. Et là, on va voir, tiens, quelle est la proportion dans laquelle ils font effectivement du travail qui rentre en ligne de compte pour les droits d'auteur, ou est-ce qu'il y a peut-être aussi une partie qui est plutôt une partie gestion, une partie administrative. Alors, voyons un peu quels sont les avantages. Tout d'abord, il y a, c'est clair, on a déjà vu, l'avantage pour le collaborateur qui a plus de net, qui voit son pouvoir d'achat augmenter. Et pour l'employeur, il est intéressant que tout cela peut se réaliser dans un contexte budgétairement neutre. Donc, on peut le faire dans le même coût. Et parfois, on le verra tantôt,
Il est même possible de réaliser une certaine épargne. Ça sera le cas dans le cas où il ne faut pas payer le 13e mois et le pécule de vacances. J'y reviens. Évidemment, ça aide aussi pour votre employer branding, le marquage de l'employeur. Ça aide à attirer des talents, war for talent. Ça aide aussi à la rétention des travailleurs. Donc, ça vous rendra un employeur encore plus attractif. Bon, naturellement, il faut respecter un certain cadre juridique. Et là, je commence avec les aspects fiscaux, puisqu'ils sont quand même le plus important. Voilà. Donc, tout d'abord, ce n'est pas une obligation légale, mais il est judicieux, il est désirable, pour ne pas dire il est à conseiller, de demander un ruling. Un ruling se demande auprès de la commission du service ruling, et un ruling est nécessairement une demande préalable. Donc, avant qu'on ait l'intention d'instaurer des droits d'auteur, on pourrait demander l'avis à l'inspection fiscale, plutôt au service ruling. Et ce service ruling va vérifier deux choses. D'abord, ils vont voir, tiens, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une œuvre protégée? En d'autres mots, est-ce que c'est une œuvre qui est originale? Est-ce que cette œuvre résulte dans une activité créative, innovatrice? Et est-ce que cette œuvre peut être exprimée d'une façon concrète, qu'on puisse le diffuser au public? Donc, premier point d'interrogation. Et puis, en deuxième lieu, le service ruling va aussi vérifier si les revenus qui proviennent des droits d'auteur, est-ce qu'ils proviennent d'une cession ou d'une concession des droits d'auteur vers l'employeur? Un ruling peut facilement comprendre 20, 30, même 40 pages, parce qu'il faut apporter la conviction que les gens, les bénéficiaires, rentrent en ligne de compte. Donc, les aspects fiscaux, on va les voir par après. Tout d'abord, on va toucher un mot sur les aspects de droit social et de ONSS. En premier lieu, c'est le droit de travail. Les droits d'auteur, en principe, ne sont pas considérés comme salaire pour le droit de travail. Qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'il ne faut pas accorder sur les droits d'auteur un pécule de vacances, la prime de fin d'année. Ce n'est pas non plus à inclure dans la globalité de l'indemnité de licenciement. Donc là, il y a moyen de faire une épargne. Mais ce n'est pas absolu. Il y a des cas dans lesquels l'IP Reward doit être considéré comme un salaire pour le droit de travail. Ça sera donc le cas s'il s'agit de droits d'auteur qui proviennent de travail au logiciel, base de données, dessin et modèle. Dans ce cas, il s'agit d'un salaire, comprenez, il faut donc bien accorder un pécule de vacances, une prime de fin d'année, et c'est aussi censé être impliqué dans l'indemnité de licenciement. Alors, voyons un peu comment ça se passe pour la sécurité sociale. Avant 2016, il n'y avait même pas de cotisation patronale et personnelle à l'ONSS. Depuis un arrêt de cassation de 2016, il est clair que les droits d'auteur donnent aussi droit à la couverture sociale, puisqu'on doit payer des cotisations à la sécurité sociale à l'ONSS. Vous allez aussi vous constituer, vous former des couvertures sociales. Naturellement, le plus important, c'est aussi la retraite. Donc, il n'y a plus aucun doute depuis lors. Il faut donc payer de l'ONSS. Donc, en principe, le coût est le même pour l'employeur, mais naturellement, avec ce même coût, comme on l'a déjà vu, on peut réaliser un pouvoir d'achat extra. Alors, revenons un peu sur la fiscalité. C'est là tout le point de différence, c'est le point le plus attractif, dans le sens que ces droits d'auteur ne sont au fait pas vus comme des revenus professionnels. Donc, c'est censé être un revenu mobilier. Pour autant,
que ce revenu de droit d'auteur n'excède pas, sur base annuelle, 61 200, ce qui naturellement est rarement le cas. Si ce serait le cas, ce serait un revenu professionnel. Mais tout l'avantage, au fait, résulte du fait que ce sont des revenus mobiliers qui sont taxés d'une façon bien plus avantageuse que des revenus professionnels. En effet, sur le brut de la rémunération, donc sur les droits d'auteur, il y aura d'abord une déduction, une retenue d'ONSS de 13,07, et puis on a un imposable. Cet imposable n'est taxé qu'à un taux donc de précompte mobilier de 15%. Encore mieux, ces 15% ne sont pas appliqués sur le brut moins 13,07 d'ONSS, non, ces 15% sont appliqués après une déduction pour des frais forfaitaires. Frais forfaitaires qui souvent sont de 50%, c'est-à-dire sur la première tranche de 16 320, donc comprenez, la moitié des droits d'auteur sont exonérés. Au moins, puisqu'il se peut que les droits d'auteur se trouvent sur base annuelle entre 16 000 euros et 32 640 euros. Dans ce cas, vous avez les frais forfaitaires, première tranche 50%, deuxième tranche additionnellement, encore une fois 25%. Mais souvent, on se trouve dans la tranche de 50%, ce qui veut dire que quand on applique 15% après une exonération de 50%, eh bien, ça nous mène vers une pression fiscale très légère de 7,5%. Comparez cela avec la taxation marginale sur les revenus professionnels, qui est facilement 53,5%, voire au moins 48,15% dans beaucoup de cas. Vous voyez déjà quel est tout l'intérêt pour les travailleurs. Bon, ça pour la théorie, mais les chiffres disent plus que des mots, donc on va voir deux exemples. Dans cet exemple, on va les chiffrer tantôt, mais à première vue, vous voyez déjà que, au fait, l'ONSS patronal dans les deux cas de figure qui se présentent ici reste le même, mais tout l'avantage consiste dans le fait que l'impôt diminue, et naturellement, lorsque l'impôt diminue, le net devient plus haut, c'est assez évident. Voyons cela dans deux exemples. Donc tout d'abord, mettons qu'un travailleur avait un salaire brut de 4 000 euros et que le service ruling est d'accord avec un IP reward, des droits d'auteur de 20%. Il est évident qu'une entreprise pourrait payer ça au-delà du salaire, seulement ce n'est pas tellement évident. Dans la plupart des cas, on tente de faire ça sous une neutralité budgétaire, et c'est l'exemple qui se présente ici. Donc ici, on va scinder le brut dans une partie de 3 200 comme salaire ordinaire, et alors une nouvelle partie de 800 comme droit d'auteur IP Reward. Voyons ça dans un exemple. On compare à la gauche la situation avant les droits d'auteur et à la droite, naturellement, la nouvelle situation. Alors, pour une rémunération de 4 000, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un gouffre énorme entre le brut et le net qu'on perçoit. Et si vous le voyez déjà, d'ailleurs, un brut sur base annuelle de 55 000 et des ne donne qu'un net de 32 400 et des. Ça, c'est avant qu'on a scindé entre rémunération qui diminue de 4 000 à 3 200 et les 800 qui restent sous une forme de droit d'auteur. Donc, dans les trois colonnes à votre droite, vous voyez qu'il y a un salaire réduit, 2, l'IP Reward, et naturellement aussi le pécule de vacances et la prime de fin d'année, non seulement sur le salaire, qui est déjà inclus dans la colonne de 3200, mais qui est aussi calculé sur l'IP. Si l'on fait l'addition des trois montants nets, alors, au lieu de recevoir un net de 32 400 et des, vous avez un net de 36 009. Au fait, c'est un pouvoir d'achat extra en net
de 3 570. Donc, c'est 11% de plus de pouvoir d'achat. Pendant cette période de modération salariale, ceci est intéressant puisque sans qu'on augmente le coût pour l'employeur, il a moyen de donner plus en net. 3 500 en net, si cela devrait être donné sous forme traditionnelle, ça coûterait 8 000 de brut et presque 10 000 à l'employeur. Donc, un gain de pouvoir d'achat extra tout de même assez spectaculaire. Ça pour le premier exemple. Dans le deuxième exemple, on ne va pas scinder 20%, mais on accordera 10% de IP Reward. Donc, on prenait les 4 000 deviennent 3 600 et il y a 400 comme IP Reward. On va faire le même calcul. À la gauche, on l'a déjà présenté, c'est la situation d'avant. Et puis, on scinde la rémunération, les 4 000 qui deviennent 3 600, et évidemment, le restant va vers les droits d'auteur de 400, et on accorde la prime de fin d'année, le pécule de vacances sur le IP, et on constate que, au lieu d'avoir 32 400, cette personne perçoit 34 300, qui est tout de même un pouvoir d'achat de presque 6% de plus, ou 1800. Attendez, petit problème dans les slides. Oui, merci. Donc, 1870 € de plus. Ça pour les chiffres. Bon, il est évident qu'il y a des points auxquels vous devez réfléchir, des points d'attention dans votre gestion. Et tout d'abord, vous devez vous demander, tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme politique IP? Tout d'abord, à quel groupe de travailleurs va-t-on l'accorder? Enfin, en premier lieu, aux travailleurs qui, selon par exemple la commission Rowling, rentrent en ligne de compte, mais là c'est votre gestion pour voir à qui va-t-on l'accorder ou pas. Et là, notre rôle, c'est de vous aider dans l'IP mapping. J'y reviens. Et puis, il faut se demander si vous allez appliquer spontanément ou pas aussi sur les droits d'auteur, vous allez accorder un double pécule de vacances ou un 13e mois ou pas. Et on a dit qu'en principe, on ne doit pas le faire, mais rappelez-vous, s'il s'agit de modèles, etc., alors il faut tout de même l'accorder. Il faudra aussi prévoir dans les documents, dans les conventions, si l'IP Reward sera aussi accordé en cas d'indemnité de rupture, s'il est censé être inclus dans le bonus, dans l'assurance groupe, dans les cotisations, dans la base de l'assurance groupe. Donc, ce sont tous des points auxquels il faut réfléchir avant de commencer. Il en va de même pour la question de l'indexation. Est-ce qu'elle sera uniquement calculée sur la rémunération sans IP ou également sur l'IP? Là, le dernier point est un peu plus technique. Il est pensable que le fait de donner les droits d'auteur mène à moins d'exonération de précompte professionnel, par exemple, si vous avez des rechercheurs scientifiques. Vous savez que les chercheurs scientifiques donnent lieu pour l'entreprise à une dispense de versement de précompte de 80%, et c'est 80% des revenus professionnels. Or, les droits d'auteur ne sont pas des revenus professionnels, mais des revenus mobiliers. Donc, ça pourrait avoir pour conséquence que si ça se passe, si vous avez des chercheurs scientifiques, que là, cette exonération devient un peu moins importante. Mais ça, c'est déjà un peu plus un détail. Bon, donc la politique IP, là, elle est très importante. Mais ce qui est d'autant plus important, c'est votre communication envers les travailleurs. On a déjà souvent donné des sessions d'information aux travailleurs. On peut le faire en 3 langues. Eh bien là, on a vu que c'est très important puisque les gens se disent, well, it's too nice to be true. Et ils se demandent, tiens, quelles sont les conséquences pour ma pension, pour ma couverture sociale, etc. Donc, ces communications, ces sessions d'information sont fort importantes à ce point-là. Bon, alors, quelles sont les étapes à franchir? En fait, ces étapes, il y en a 7 et on les a divisées en 3.
il y a la phase préparatoire, la phase d'implémentation et puis la suivi qui doit se produire dans le payroll. Voyons un peu en détail. Donc tout d'abord, on devra se voir pour bien expliquer quels sont les do's et les don'ts. Oui, il y a le IP mapping, comme on dit en anglais, au fait la cartographie de l'IP qui rentre en ligne de compte, est eligible et qui pas. Puis, on pourra demander un ruling auprès de la commission ruling, donc c'est un point fiscal. Et par après, si c'est accordé, il faudra tout de même apporter de l'information aux travailleurs et voir, tiens, quelle est la différence, quelle est votre rémunération de brut en net avant et après l'octroi de l'IP Reward. Si tout cela est fait, il faut évidemment prévoir un annexe au contrat de travail et une police plutôt, relative à l'IP Reward. Puis, on a déjà mentionné, la communication est très importante et par après, il faut bien que tout cela se déroule bien dans la comptabilité, dans le payroll, dans l'administration des salaires. Voici les 7 étapes. Voyons un peu quel est le timing. Timing qui au fait est un timing indicatif qui évidemment dépendra du nombre de travailleurs et aussi de la façon dans laquelle les choses nous sont données. Donc, bon, session d'apport, de partage, pourrait être une journée, peut-être aussi une demi-journée, ça dépend un peu de l'ampleur. Pour la cartographie, même phénomène, ça dépend naturellement du nombre de bénéficiaires potentiels, ça peut être 1 à 4 semaines. Les demandes de ruling, il faut dire que ce service ruling est de plus en plus sollicité, naturellement pas uniquement pour l'IP Reward, aussi pour des remboursements de frais propres en employeur, pour des plans cafétéria dont on s'occupe aussi, mais dans le passé, c'était peut-être plus aisé de le faire sur 3 mois. Maintenant, on voit plutôt des périodes de 6 à 9 mois, des durées plus longues pour parcourir ce chemin auprès de la commission ruling. Le calcul, l'avantage net pour le travailleur peut aller plus vite, quelques jours, voire une semaine. Puis la politique relative à l'IP et les annexes au contrat. Après qu'on est d'accord sur les points que vous voulez y insérer ou pas, ça peut prendre au plus 2 semaines. Les communications, ça dépend du nombre de sessions et des localités auxquelles vous voulez donner des sessions d'information. Et naturellement, le payroll, ça nécessairement, c'est récurrent, c'est mensuel. Donc, on peut vous aider pour implémenter tout cela. Vous voyez encore les 7 étapes. Eh bien, ou bien vous choisissez une formule all-in, où on va vous aider, pour ainsi dire, de A à Z. Ou bien vous pouvez choisir, si des fois vous avez déjà parcouru certaines étapes avec un autre partenaire, vous pouvez aussi choisir des services à la carte. Mais dans tous les états de cause, il faut naturellement que la 7e étape, le payroll, se déroule bien aussi. Et dans l'administration des salaires, on est assez flexible dans le sens où on vous propose 3 options. La première option, c'est le minimum minimorum. Au fait, c'est ce que le secrétariat social devra faire. C'est au moins faire de sorte que les cotisations ONSS sont calculées et sont déclarées vers l'ONSS. C'est au fait ce qui se passe en standard. Alors, il y a une première option, vous voyez en orange. On suppose que vous aimez bien qu'on ne déclare pas uniquement l'ONSS, mais qu'on fait de sorte que le net parvienne aux bénéficiaires. Donc là, on peut le faire, donc verser le net et aussi s'occuper de la rédaction de la fiche fiscale 281-45. Oui, ça ne se trouve pas sur la fiche fiscale ordinaire. C'est vraiment une fiche fiscale séparée pour les droits d'auteur. Et puis, donc, on a déjà alors déclaré à l'ONSS, on a versé le net, mais comme ça,
le précompte n'est pas encore déclaré, donc il ne s'agit pas de précompte professionnel immobilier, donc c'est une méthode différente de déclarer, ou bien vous le faites vous-même ou votre comptable, ou bien vous pouvez aussi, dans la formule 2, nous demander de faire le tout pour votre payroll. Voilà, c'était là déjà, je crois, à peu près le dernier slide. Peut-être que vous avez encore des questions. On va voir si les questions rentrent. Je vous remercie déjà pour votre attention. S'il n'y a pas de questions qui sont en train de rentrer, je suis en train de regarder, il n'y en a pas encore pour l'instant. Alors, je vais tout de même poser deux questions moi-même, des questions qui nous sont souvent posées. La première question qui souvent est posée selon dans les sessions d'information, les gens sont un peu tracassés par la couverture sociale. Ils se demandent, tiens, si j'ai droit au droit d'auteur, c'est clair que j'ai plus de net en poche, mais qu'est-ce que ça signifie pour ma retraite, pour ma pension? Eh bien, la réponse est très claire. Vu que les droits d'auteur sont aussi soumis à des cotisations au NSS, il est clair qu'on ne perd rien en termes de retraite et de pension. C'est là tout de même aussi une bonne nouvelle. Alors, une deuxième question qui est souvent posée, c'est très bien, à la source, Atensia pourra déjà prélever le précompte mobilier, faire de sorte qu'il y a une fiche fiscale, mais comme c'est du précompte mobilier, les gens nous demandent souvent, est-ce que ça signifie que je ne dois plus rien renseigner lors de ma déclaration à l'impôt des personnes physiques? Si, il faut le renseigner, mais là, c'est très aisé, tout sera déjà pré-rempli dans Tax on Web. On a derrière aussi un petit explicatif où il est indiqué comment il faut l'introduire dans la déclaration. Je crois qu'il y a quand même une question qui rentre. Permettez-moi de la lire tout d'abord. Petit instant. Alors la question est, si notre sécurité sociale est Atensia, est-ce que le paiement d'un IP Reward dira sur la fiche de paye? Faudra-t-il choisir? Oui, donc il est évident que quand on est votre sécurité sociale, on utilise le bon code de salaire 71U. Ça vient sur le bulletin de paye, sur le compte individuel, sur la fiche fiscale. Et là, c'est votre choix. Donc, dans l'avant-dernier slide, vous avez vu qu'il y a un standard et deux options. C'est votre choix si vous allez pour toutes les étapes ou pas. Je regarde, je crois que pour l'instant, il n'y a pas d'autres questions qui rentrent. Oui, on me le confirme. En effet, eh bien, il me reste de vous remercier pour votre participation et je vous souhaite encore une bonne journée.